Bonjour à tous, je vais vous présenter la prise en charge non médicamenteuse de la polyarthrite rhumatoïde. Voici mes conflits d'intérêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde doivent avoir une prise en charge globale. Cette prise en charge repose sur différents points. Tout d'abord, les traitements physiques et la réadaptation, les mesures socio-professionnelles, l'évaluation de la présence de comorbidités et les mesures préventives générales. Nous allons voir ces différents points un par un. Concernant les traitements physiques et réadaptation, les objectifs sont les suivants. Tout d'abord, au niveau des articulations, il faut prévenir ou récupérer les mobilités articulaires, prévenir ou limiter les déformations articulaires. Le traitement physique et la réadaptation a aussi pour objectif d'entretenir la trophicité musculaire, de lutter contre la douleur et enfin, en cas de handicap, d'améliorer la fonction. Pour faire un traitement physique et une réadaptation adaptée, on commence par un bilan avec un bilan analytique qui regarde justement les limitations des amplitudes articulaires, la présence de déformation, la présence d'une diminution de force musculaire ou des capacités aérobies. Et on fait ensuite un bilan fonctionnel. Quel est le retentissement sur la fonction de ces différentes atteintes? Les fonctions qui sont essentiellement évaluées sont la préhension et la locomotion, et un bon outil pour ce faire est le HAQ. Alors, que faut-il proposer aux patients pour prévenir les atteintes de l'articulation? Nous pouvons proposer tout d'abord une mobilisation passive qui sera guidée par le seuil de la douleur, mais également un travail actif qui doit être initié par un professionnel et qui devra ensuite être poursuivi en auto-rééducation. Il est également intéressant d'utiliser des orthèses de repos pour positionner les articulations en position de fonction, notamment la nuit. Attention, il ne faut pas confondre la position de fonction avec une position antalgique. Et je vous ai mis un schéma classique du patient qui se plaint de douleur au genou et qui met un coussin sous sa jambe pour soulager sa douleur, mais qui en fait va aggraver sa fonction avec des risques d'enraidissement dans une position qui n'est pas fonctionnelle. On peut également, et on doit également, insister sur l'éducation gestuelle. Qu'est-ce que l'éducation gestuelle? C'est d'apprendre précocement au patient à modifier ses habitudes, notamment sur la prise des différents objets pour protéger ses articulations. Alors voici quelques exemples. Donc, pour ouvrir un robinet, pour ouvrir une bouteille, il est important que le patient garde ses articulations dans l'axe pour éviter de mettre en place, d'aggraver de possibles déformations, de forcer inutilement sur ces articulations. D'autres choses à éviter, ce sont les ballons mousse qui peuvent être utilisés par des patients et qui en fait entraînent un travail incomplet et ont tendance plutôt à limiter l'enroulement à la taille de la balle en mousse plutôt que d'aller travailler sur un mouvement complet. De la même manière, les pattes de rééducation doivent être évitées puisqu'elles entraînent les patients à forcer dans de mauvaises positions et ont plutôt tendance à accentuer les déformations. En cas de mobilité articulaire déjà altérée, on peut travailler pour essayer de corriger les choses avec des séances courtes, des exercices lents et maintenus en fin d'amplitude. On utilisera à la fois un travail actif et un travail passif. On peut utiliser des postures avec classiquement le plateau canadien, donc, dont je vous ai mis une photo ici, pour maintenir les articulations, pour forcer dans des positions pour récupérer les amplitudes. On utilise généralement des séances d'une vingtaine de minutes. On peut se servir de chaleur en utilisant la paraffine et la boue pour préparer les séances, pour qu'elles soient plus efficaces, ou les appliquer en fin de séance pour soulager les douleurs. Concernant l'entretien musculaire, donc
On fait de la rééducation en respectant les axes, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'éducation gestuelle. Les exercices sont initialement montrés par des professionnels de santé et ensuite il faut stimuler l'autorééducation régulière de toutes les articulations, dans toutes les amplitudes, et on peut donner aux patients des fiches techniques de support en les encourageant à les pratiquer régulièrement, 5 à 10 minutes par jour. Il est également recommandé d'inciter les patients à une pratique sportive douce, globale et régulière. Ils peuvent, par exemple, s'inscrire à une gym douce, de la marche, du pilates, de la natation, du yoga, du tai chi. Il est important donc de mettre en place ce travail régulier. Lorsque la fonction est altérée, on peut se servir d'orthèses de fonction ou de travail pour essayer de la récupérer. Je vous ai mis quelques exemples sur ces photos où l'orthèse va permettre de stabiliser une articulation et de pouvoir ainsi récupérer une fonction comme la préhension d'un stylo ou l'utilisation de tablettes. Les aides techniques peuvent être utilisées chez les patients ayant déjà des déformations et un retentissement fonctionnel. Il faut éviter de les utiliser trop tôt dans la maladie car elles auront plutôt tendance à précipiter le handicap. En plus de ce que l'on peut faire sur les mains, il ne faut pas oublier les pieds et on peut utiliser évidemment des orthèses plantaires ou adapter le chaussage si nécessaire. Le deuxième volet, donc les démarches socio-professionnelles. La démarche la plus importante est évidemment la mise en place d'une affection longue durée, avec le 100% à l'exonération du ticket modérateur. Cette ALD concerne toutes les polyarthrites d'évolution chronique justifiant un traitement de fond, donc globalement tous les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. La déclaration se fait par le médecin traitant avec une exonération pour une durée initiale de 5 ans qui sera renouvelable par la suite. Si le patient a une polyarthrite qui entraîne une répercussion notable sur sa vie professionnelle, on peut prendre contact avec le médecin du travail et discuter si nécessaire la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. On peut également faire appel à un assistant de service social en cas de situation précaire ou d'absence de couverture ou d'arrêt de travail prévisible sur des longues durées. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire et des comorbidités. Nos patients atteints de rhumatisme inflammatoire ont un risque cardiovasculaire qui est augmenté. Ils ont plus de risques également d'ostéoporose, mais ils sont moins bien dépistés que la population générale, ça a été largement démontré. Donc maintenant, il a été établi par les recommandations EULAR que le rhumatologue est responsable du dépistage du risque cardiovasculaire. Ce dépistage peut se faire tout simplement par la recherche de facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels et des situations déjà à haut risque cardiovasculaire que sont les coronariopathies, les artériopathies, le diabète ou l'insuffisance rénale. S'il n'y a pas de situation à haut risque cardiovasculaire, il est recommandé d'utiliser un score pour l'évaluation de ce risque, qui est le Heart Score. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ont une augmentation de 50% de leur risque d'événement cardiovasculaire. On le multiplie donc par 1,5 par rapport à un score que l'on obtiendrait dans la population générale. On évalue également le statut osseux, plus d'ostéoporose du fait du rhumatisme inflammatoire et plus d'ostéoporose du fait de l'utilisation des corticoïdes, qui est fréquent dans la polyarthrite rhumatoïde. On recherche également une atteinte pulmonaire, qui est également une des complications classiques extra-articulaires de la polyarthrite. Et enfin, il est recommandé de rechercher des signes d'anxiété et de dépression qui auront un impact sur la prise en charge, sur l'observance des traitements de votre patient. Les mesures préventives, indispensable de vérifier qu'elles ont été bien appliquées. Le dépistage néoplasique, il n'y a pas de spécificité par rapport à la population générale, mais encore une fois, on sait que nos patients sont plutôt moins bien dépistés que la population générale. Le carnet vaccinal, quelques spécificités. Le DTP doit être réalisé tous les 10 ans, contre tous les 20 ans dans la population générale entre 25 et 65 ans.
Il est recommandé d'être vacciné contre le pneumocoque avec une double vaccination, Prevnar 13 puis Pneumovax ou Pneumo 23 2 mois après. La grippe doit être réalisée annuellement et les restes des vaccins n'ont pas de spécificité, sauf par contre l'utilisation des vaccins vivants atténués qui est compliquée en cas de traitement de fond. Il faut également prendre en compte la prise de méthotrexate et de rituximab qui a un impact sur la réponse vaccinale. Il semblerait que d'arrêter 15 jours le méthotrexate après la vaccination permette une meilleure réponse vaccinale et donc ceci peut être envisagé chez des patients qui sont bien contrôlés sur le rhumatisme. Et pour le rituximab, il ne faut pas envisager les vaccins avant au moins 4 à 6 mois après la perfusion. Le suivi bucco-dentaire doit être régulier pour éviter les infections à ce niveau-là. Le tabagisme, qui est un facteur de risque cardiovasculaire, est un facteur de polyarthrite rhumatoïde, comme vous le savez. Il faut inciter les patients à arrêter de fumer. Concernant les régimes, il faut recommander aux patients un régime équilibré, et on sait très bien les bénéfices cardiovasculaires du régime méditerranéen, qui a montré une nette diminution du risque cardiovasculaire, avec peut-être également quelques effets bénéfiques sur la douleur dans la polyarthrite rhumatoïde. Il faut plutôt recommander aux patients d'éviter les régimes d'exclusion, comme le sans lactose ou le sans gluten, qui peuvent avoir des effets néfastes, avec une augmentation des risques cardiovasculaires possibles chez les patients consommant du sans gluten et des risques de carence calcique chez les patients sans lactose. Une activité physique régulière est recommandée pour le risque cardiovasculaire et pour l'entretien musculaire et articulaire des patients. Vous voyez que dans les dernières recommandations de la SFR, nous avons repris l'ensemble de ces points que je viens de vous présenter pour insister donc sur cette prise en charge globale, non médicamenteuse, qui est essentielle chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Voici donc les points principaux. La polyarthrite rhumatoïde doit être prise en charge de façon globale, pluridisciplinaire, avec à la fois des mesures physiques, les exercices articulaires, musculaires, l'éducation gestuelle, l'utilisation d'orthèses de repos et de fonction si nécessaire, et les aides techniques chez les patients ayant des handicaps. Il est important de vérifier la mise en ALD à 100% et si nécessaire adresser le patient au médecin du travail ou à un assistant du service social. L'évaluation du risque cardiovasculaire et le dépistage des comorbidités est également important chez ces patients et il faut s'assurer que les vaccinations et les dépistages néoplasiques sont bien à jour. Je vous remercie.